Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Juste avant que je l'oublie, M. Sioui, ça, c'est dans le but de préserver l'intégrité de votre témoignage. Je ne pense pas qu'on puisse être capable de finir M. Sioui avant le dîner. Donc, je vais émettre une ordonnance qui soit interdit de parler à qui que ce soit de votre témoignage tant que vous n'avez pas terminé de témoigner. Ça inclut le compte interrogatoire. Ça va protéger parce que tout ce qui se dit à l'extérieur, moi, je ne peux pas en tenir compte dans mon rapport. C'est vraiment votre témoignage sous serment qui est important. D'accord? Après ça, vous êtes un adulte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mon ordonnance va tenir jusqu'à la fin de votre témoignage. Ça vous va, ça? On va la respecter. Merci. Donc, on va reprendre. On a laissé avant la pause sur les contacts qu'il pouvait y avoir entre le cabinet du ministre des Transports. Donc, on a établi que, corrigez-moi si je me trompe, mais pour résumer un peu votre témoignage à ce stade-ci sur cette question-là, que M. Alain Généreux, qui est attaché politique, et le chef de cabinet, M. Lépine, vous avez dit, vous leur parlez environ 2-3 fois par mois. Il est fréquemment question de CASA et d'autres dossiers chauds de la SAQ, que vous avez vu le ministre Bonnardel lors de votre entrée en fonction, la rencontre qu'on a détaillée du 28 septembre 21 et possiblement une autre occasion pour un projet de voiture électrique sans conducteur. Est-ce que de votre entrée en fonction 2021 à 2022, au moment des élections, à l'automne, c'est le bon portrait de la situation par rapport à vos relations avec le ministre et son cabinet? Oui. Donc, arrive ensuite, juste avant de passer au prochain cabinet, j'avais une question que j'avais oublié de poser. Toujours, je reviens encore une fois sur la nomination de M. Marcellet. M. Marcellet, donc là, vous posez des questions aux emplois supérieurs et vous dites, bien, comme on dit en bon français, c'est ça qui est ça. Dans vos réunions, vos rencontres avec M. Généreux, M. Lépine, est-ce que vous revenez sur cette question-là, le fait qu'on vous impose M. Marcellet, que s'ils peuvent vous aider, est-ce qu'il y a des échanges sur cette situation-là? Non. Non, je présume qu'ils le savent aussi bien que moi, qu'ils ont leur propre possibilité de parler avec les emplois supérieurs, puis qu'ils représentent quand même le ministre. Puis, mais on n'a pas reparlé de ça. On a compris, tout le monde, que c'était ça qui était ça. Que M. Denis Marcellet était nommé, puis il fallait s'y conformer. Parfait. Donc, on passe maintenant, on se ramène en 2022 à l'automne, les élections générales, réélection du gouvernement actuel. Et là, on comprend que c'est Mme Guilbeault qui va devenir ministre des Transports. Est-ce que la situation change par rapport à la fréquence de rencontres avec son chef de cabinet et l'attaché politique responsable de la SAC? Mais son chef de cabinet, son attaché politique, en tout cas, c'était M. Gravel, avec lequel on avait une relation. Madame la ministre Guilbeault. La situation n'a pas changé dans le sens que pas longtemps après qu'elle soit mise en fonction, qu'elle assume les fonctions du ministre des Transports, j'ai accompagné M. Denis Marcellet chez le ministre des Transports. Et puis, la raison de ma présence à moi, c'était qu'il y avait 2 membres qui avaient quitté et on les remplaçait par 2 autres membres. Du conseil. Sur le conseil d'administration, c'est ça. Et on avait 3 propositions, 3 membres, 3 candidatures. 3 candidatures pour ces 2 postes-là. Et là, on avait quand même 3 bonnes candidatures. Et la ministre a entendu, c'est quand l'exposé, c'est pour... et puis elle a dit, bien, regardez, on va prendre ça en délibéré, puis on va essayer d'agir vite. Puis je pense que même en dedans d'une semaine, le décret était signé, puis il avait choisi les deux membres, les 2 nouveaux membres. Et on a connu maintenant les noms de les 2 personnes qui allaient remplacer les 2 autres qui partaient.
Alors, C'est le cabinet ou la ministre qui a fait le choix des deux parmi les trois, ou le choix était plutôt relevait plutôt de vous et ou de M. Marcellet? Ou la recommandation suivie, là, si vous préférez. Ben, la recommandation, c'était qu'il y avait trois candidats habilités, capables. Et puis, la ministre a pris ça sous son aile. Puis, elle en a peut-être parlé avec M. Marcellet, je ne sais pas. Mais moi, mon travail, c'était de présenter ces candidatures-là. Et puis après ça, ben, c'est pas à moi à décider puis à faire un choix. Ça relève, c'est la prérogative de la ministre. Donc, je reviens à ma question. On va juste décomposer un peu les choses. Donc, M. Gravel, vous avez dit? Oui. M. Gravel qui remplace, entre guillemets, M. Généreux. Lui, la fréquence des rencontres que vous avez avec lui, est-ce que c'est toujours 2 à 3 fois par mois? C'est Plus, moins? aucune. Aucune? Aucune. Vous n'allez jamais parler à M. Gravel? Ben, j'ai peut-être parlé une couple de fois, mais... Il n'y a pas cette fréquence-là ou cette périodicité qu'il peut y avoir avec M. Généreux? Non, ça a coupé complètement. Et le chef de cabinet de Mme Guilbeault, est-ce que lui, vous le voyez également à également par rapport au chef de cabinet de M. Bonnardel? À quelle reprise, bref, le voyez-vous? Est-ce qu'on est dans Aucune reprise. C'est aussi ponctuel que ça l'est avec M. Gravel? C'est-à-dire, c'est pas des fréquences, c'est pas récurrent, c'est au besoin? J'ai pas été interpellé par le bureau de la ministre. Puis je termine avec la ministre, donc à l'exception de la fois où que vous rencontrez avec la rencontre avec M. Marcellet, est-ce que vous avez eu des interactions avec elle? Oui, une fois, il y a eu le lancement là, de la proposition du lancement d'un nouveau centre de service à Montréal, au centre d'achat, je ne vais pas dire Lafayette, mais Versailles. Place Versailles. Au centre d'achat Place Versailles. Et puis là, ben, on a fait une petite rencontre. Et puis on a rencontré la presse. Et puis... Mais c'était pas en lien avec le projet CASA. C'était de façon plutôt... Donc, c'était à l'ouverture. Dans ce cas-là, on va aller à la prochaine question. Mais là, j'ai été en contact avec la ministre. Et puis, après ça, ben, il y a eu aussi les débordements. Là, on arrive là, puis la ministre était en Europe, puis elle m'avait appelé. Là, on est après le lancement, après la livraison 2 de février 2023. Là. Peut-être que je dépasse les... Non, allez-y, donc là, allez-y quand même. Là, je comprends qu'elle vous contacte lorsque... m'appelle, puis... On est en février 2023. Là. Pardon? On est en février 2023. Ouais. Probablement que c'est ça, oui. Ben, la livraison est en février 2023, donc puis là, ben, contemporain. Madame la ministre m'appelle, puis elle dit je m'en viens, je suis sur la route, en avion, je m'en viens, puis on va tenter de travailler pour régler ça. Puis alors, elle s'est retroussée les manches, puis elle a travaillé fort, puis avec l'équipe aussi du côté de la SAC, avec nous, puis. Mais on était en récupération pour essayer puis là, ben, vous comprendrez que c'était surtout à Montréal, à Québec aussi, ici, sur le Bourgneuf, mais plus à Montréal. Il y avait 3 gros centres. À Laval, Montréal, deux centres où il y avait des grosses problématiques, des files d'attente, puis il faisait froid. Puis bon, je pense que vous avez compris que ça a été une période extrêmement difficile, puis où la ministre a dû travailler très fort pour en arriver à trouver une forme de stabilité. Ça a été... mais auparavant, ben, c'est toute cette question-là, on a posé des questions auparavant. Mais moi, je veux, oui, allez-y. je veux revenir, là, parce que moi, vous allez voir une particularité de mon mandat, là, c'est le niveau de connaissance là, des personnes chargées, des ministères, des organismes, etc. Alors, ce que je comprends, vous me dites si mes notes ne sont pas exactes, là, changement de ministre en 2022,
Mme Guilbeault remplace M. Bonnardel. Oui. Vous aviez pris une habitude de parler, vous, en tant que président de CA, au personnel de M. Bonnardel, 2 à 3 fois par mois. Exact? Exact. C'est ce que vous me dites. Ensuite de ça, va arriver en 2022 l'arrivée de Mme Guilbeault. Et là, vous me dites, pas de son, pas d'image avec son personnel? Non. Du tout? Du tout. Avec la ministre? Non plus. Non plus. Ça va aller en 2023 quand va arriver C'est ça. la grosse problématique, là. Donc, rien sur l'avancement des travaux avec le personnel politique de Mme Guilbeault, rien au niveau des dépassements de coûts avec le personnel. Je parle de vous, là. De moi. Je parle de vous. De moi et du conseil. Du conseil. Par contre, le conseil est informé de l'équipe projet et de M. Malenfant. Est-ce que vous savez si le PDG, lui, M. Marcellet, lui, informe la ministre? Est-ce que vous avez cette connaissance-là que le ministre, pas le ministre, mais le PDG, M. Marcellet, lui, comment on dit en bon québécois, punch avec la ministre? Punch avec la ministre. Savez-vous ça? Oui, convaincu de ça. Et Mme Marie-Ève Beaulieu aussi, qui est près du PDG, eux autres maintiennent un lien avec le bureau de la ministre. Mais plus Le conseil d'administration conseil. n'est plus beaucoup même il n'est plus là dans le décor. Bon. Qu'est-ce qui vous convainc de ça? Parce que vous dites, je suis convaincu. Quels éléments factuels qui vous permettent d'être convaincu que M. Marcellet et Maître Marcellet, puis Maître Beaulieu ont un bon contact avec la ministre? Parce que quand ils font rapport, on a rencontré un ministre et il y a telle chose, telle chose. Au conseil d'administration? Oui. Ouais, puis en dehors même, tu sais, quand dans des discussions qui peuvent être, lorsque je vais aller faire un tour au bureau, au siège social, ou bon, j'ai rencontré un ministre, puis il y a telle et telle chose. Puis, mais on voit que le lien se fait là. Alors, je respecte ça. Là, je m'aventure peut-être, mais bon, vous étiez témoin de première ligne. Mais tantôt, vous avez dit que, bon, on semble, encore une fois, puis corrigez-moi si vous avez des éléments précis, factuels, vous pouvez les réitérer ou le mentionner, mais vous avez un sentiment où on vous dit carrément que le lien avec Mme Tremblay est un peu effrité, et là, on voit que vous, il y a beaucoup de correspondance entre vous et M. Lépine, M. Généreux. Et on a peut-être, à l'arrivée de la ministre, une situation inverse. C'est-à-dire qu'on a un PDG qui il semble avoir une bonne relation avec la ministre, et donc la relation avec le président du conseil. C'est inverse. Oui. On vient débalancer, si on veut, à l'inverse de ce qu'il y avait avec M. Bonnardel, Mme Tremblay, versus M. Marcellet et Mme Guilbeault. Oui, mais on est conscient aussi qu'on a besoin de parler avec la ministre. On a besoin d'avoir des rencontres. On a besoin d'avoir cette relation-là avec la ministre. Et tous les membres du conseil d'administration le savent aussi, puis le revendiquent. Mais c'est sa prérogative. Normalement, par exemple, c'est pas une règle d'or, c'est comme ça, mais normalement, on parle peut-être de 2 rencontres par année avec notre ministre, selon ce que j'en sais. Là. Oui. Mais on les a pas, ces rencontres-là. Alors, on ne s'apitoie pas sur notre sort. On continue de travailler. On sait que la ministre va parler avec M. Marcellet, Mme Beaulieu, puis peut-être d'autres aussi, au niveau du comité de direction, et que cette relation-là existe. Alors, on ne peut pas forcer plus que ça. On est disponible, on le dit souvent, on le demande, une rencontre avec la ministre, on aimerait ça, Mme la ministre doit rencontrer, puis, mais c'est pas ça qui arrive. Alors, on continue à jouer notre rôle, puis faire notre travail. Puis, les membres du conseil d'administration, je suis certain qu'il y en a qui vous l'ont dit aussi au cours de leur témoignage, souhaitent, bien sûr, comme tout le monde, rencontrer la ministre et avoir une relation plus étroite, on va dire, avec notre ministre. Bon.
Là, la relation, quand elle vous appelle à partir de février 2023, est-ce que vous commencez à avoir est-ce que vous développez une relation avec la ministre? Quand elle m'appelle Oui, de l'Europe, quand ça va pas bien, là, puis qu'il y a des files d'attente, puis qu'il fait froid, là, puis que rien ne va plus, là. elle ne va plus. Ouais, ben, c'est ça. Bon, je sais que Mme Marie-Ève Beaulieu continue de travailler près de la ministre, avec Denis aussi, prépare les documents, prépare les informations, les textos, etc. Bon, puis, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la ministre non plus. Alors, ce côté-là, ça va. Monsieur Marcellet continue d'être un interlocuteur auprès de la ministre. Ils se connaissent tellement. Et puis, je pense qu'il y a un niveau de confiance aussi entre les deux. Et puis, mais là, ben, tout est chambardé, là. Et puis, Mme la ministre, elle arrive, puis dans des conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conditions très difficiles. Et puis, là, ce sont des périodes les plus sombres, je dirais, le fameux déploiement. Puis, Là, vous l'avez vécu, puis je pense que Maître Tremblay, des questions spécifiques. Ouais. Là, vous étiez rendu là, fait que je vais laisser Maître Tremblay là, avec des questions beaucoup plus spécifiques parce qu'on est dans la période. Là, puis En vous période. êtes là, puis vous allez demeurer en poste après ça jusqu'en janvier 25, c'est exact? c'est exact. Donc, toute cette période-là, elle est à votre connaissance personnelle. Plaisir, Maître Tremblay. Juste avant, pour nous placer dans le temps, là, votre rencontre avec, parce que j'ai fait une petite recherche, où je demandais à l'équipe de faire une recherche. Et on a la nomination de Richard Gagnon, Michel Bouchard au conseil d'administration le 1er décembre 2022. C'est Donc, ça. je dois comprendre que c'est ces deux personnes-là qui ont été choisies. Exactement. Donc, la rencontre avec la Oui. ministre sera quelque part en novembre, Oui. ou du moins, je ne sais pas la date des élections, mais vous allez voir, c'est fin octobre, début novembre. Parfait. Donc, avant de passer à le volet de livraison, allons-y pour la période 2022, qui était préalable à la livraison. Parce qu'il est question, maintenant c'est un secret de polichinelle, il est question de dépassement de coûts. À quel moment êtes-vous informé là, qu'il y aura des dépassements de coûts là, importants? À partir de quel... À quel moment, là, parce que je comprends que vous n'êtes pas dans les opérations, à un moment donné, on doit aviser, le comité doit aviser, que ce soit le comité de direction ou le conseil d'administration ou le comité commun là, de TI actif-passif. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment on informe qu'il y aura des dépassements de coûts très importants? Ben, au mois de juin, On est en 2021, en 2022? en 2022, 22? ouais. Le mois de juin 21, on arrive à notre ça. En 22, on a eu comme information au conseil d'administration qu'il y avait des dépassements de coûts et qu'il fallait quand même continuer le travail. Et c'est là que le fameux montant d'argent de 222 millions est sorti. C'est-à-dire, on nous a présenté deux options. Et puis, 222 millions pour continuer les travaux puis payer ce que ça coûte, puis peut-être encore rajouter des argents. Ce qui a été refusé par le conseil d'administration. Sur la base qu'on n'allait pas faire un chèque en blanc, peu importe à qui et quand est-ce, c'est-à-dire que nous n'allions pas, comme ça, continuer, parce que là, il y avait une perte de confiance, là. Une grosse perte de confiance. À l'égard de qui? À l'égard des exécutants, des firmes, tout ça. Puis, on voulait avoir plus de précision. Et puis, on a demandé que nous présenter une autre option, c'est-à-dire l'option 2, avec des montants d'argent moins considérables
et que le suivi se fasse de façon beaucoup plus rigoureuse, c'est-à-dire s'assurer que les montants d'argent égalent le travail réalisé. Et on a été très sérieux sur cette question-là. On n'a pas voulu continuer dans cette démarche-là parce que là, il y avait encore aussi à travers ça, le commissaire, des questions qui n'étaient pas répondues, puis on avait de la difficulté à aller chercher nos réponses. Et puis, pendant ce temps-là, en chambre, à l'Assemblée nationale, le conseil d'administration se faisait lapider aussi. Ça faisait... qu'est-ce que le conseil d'administration a fait, puis le conseil d'administration a autorisé ça, puis... Excusez-moi, juste pour en suivre la ligne du temps. En juin-été 2022, ce que vous êtes passé en 2023, puis, parce que vous parlez qu'en chambre, on critique le conseil d'administration. Oui. C'est après le lancement, ça. Après le lancement, Ouais, oui. OK. Mais là, je vais rester là, parce que vous expliquer pourquoi. Il y a une demande qui vous est faite, là, parce qu'on a besoin d'un 222 millions additionnels. Ça, c'est PDG, c'est l'équipe, c'est l'exécutif qui demande ça au CA. Oui. Puis le CA, ce que vous nous dites, on est en juin 2022, pas vrai qu'on va vous signer un chèque sans avoir vu la marchandise, etc., etc. On est à partir de là. Puis ça c'est fondamental, ce Oui. bout de témoignage-là. Pourquoi on vous demandait 222? Est-ce qu'on vous a expliqué? Pourquoi on demandait tant? C'est beaucoup d'argent, là, 222 millions, là, puis je pense que vous l'avez dit. Et vous dites, on a refusé. Puis je comprends, vous étiez rendu à l'option 2. Puis là, j'étais pendu à vos lèvres. Puis vous étiez rendu après. Alors là, moi, je veux savoir ce qui s'est passé, là. Bien, c'est que... Mais faites attention avec les dates, là. Je peux peut-être... on a des pièces qui sont les C'est beaucoup procès-verbaux. plus simple. La beauté d'une commission d'enquête, maître, là, vous pouvez être suggestif, vous pouvez montrer des pièces, etc., pour qu'on perde moins de temps. Ben oui, qu'on aille ben tout oui. de suite. Là. Bon, ben, allons-y dans ce Des cas-là. fois, là, Parce que, oui, tout à fait. Donc, Effectivement, Madame c'est- l'assistante greffière, si vous pouviez là, afficher le procès-verbal là, de la séance conjointe du Comité des technologies de l'information et de la cybersécurité et le Comité actif, passif et vérification à sa séance du 7 juin 2022. Au point 4, si vous pouvez l'afficher à l'écran, je vais en faire la lecture en attendant. Tout à fait. Donc, on a un point qui s'appelle CASA, stratégie contractuelle, recommandation. Et là, on est donc le 7 juin. On a mentionné tout à l'heure que vous avez le droit d'être présent. Et cette fois-ci, au procès-verbal, ça dit que vous êtes présent. Et donc, on va à ce moment-là là, présenter une recommandation avec un projet de résolution pour une stratégie contractuelle. Donc, à ce moment-là, c'est ce que je dois comprendre, que c'est là qu'on va vous dire, bien, écoutez, il manque 222 millions. c'est ça. Donc, s'il vous plaît, soumettons au conseil d'administration un projet de résolution pour avoir une résolution pour permettre un avenant, ou du moins des ajouts contractuels de l'ordre de 222 millions. C'est ça. C'est ça qui s'est passé? Oui. Et, je ne sais pas si Mme l'assistante greffière... Ah bon. On Je le commence voit ici. Je vois Vous pouvez monter un petit peu, On va Mme... peut-être juste lui rafraîchir la mémoire. Regardez le titre là, du. On vous a dit que vous étiez invité à cette réunion-là. Donc, allez au début du document, Mme l'assistante greffière. que c'est ici. Donc, c'est ce que je lisais tout à l'heure. Donc, on est le 7 juin en après-midi. Si on descend, bon, on voit d'ailleurs votre présence, Mme Oui. Turgeon, Mme Charette, les deux présidentes, donc on a eu l'occasion de rencontrer pour Mme Peut-être Charette le monter hier. un petit peu, par exemple. OK. M. Marcellet est là. M. Marcellet, M. Brigitte, Christian, Jean-Marie. OK. Monsieur Geoffrion, Oui, Mme Thau, avocate, c'est ça. M. Malenfant qui est présent, Mme Lépiné Ça. des Finances, Oui, M. Daniel Pétier, vérificateur interne, Mme Bus mhm, et d'autres personnes
qu'on aura peut-être l'occasion de rencontrer davantage dans les prochaines semaines, mais à tout événement, on a ces gens-là. Et donc, là, si on va, Mme l'assistante greffière, au point 4, peut-être coter la pièce en attendant, là, 21 P39. Je vais donner, Maître, pour Mme la greffière, là, pour le titre de la pièce. C'est Donc, le verbal de la réunion du... ouais. Procès verbal de la réunion de la séance conjointe du Comité des technologies de l'information et de la cybersécurité et Comité actif, passif et vérification du 7 juin 2022. Alors, ça sera un titre raccourci pour le site Internet. Là. Alors, vous êtes au point 4, Maître Tremblay. Oui, donc on voit... Là, peut-être, là, dans le fond, on peut le laisser à l'écran, je peux le lire rapidement. Là, la vice-présidente parcourt le document synthèse sur la stratégie contractuelle de CASA. Et là, on est avec la vice-présidente aux finances et contrôle organisationnel, donc Mme Lépiné, je comprends. D'abord, elle rappelle les différents éléments historiques du dossier à la lumière de la mise en contexte. Et à ce stade du chantier, elle mentionne que la société se doit de sélectionner le meilleur véhicule contractuel afin d'avoir les ressources nécessaires pour compléter les travaux tout en tenant compte du degré, je m'en aller à la prochaine page, d'avancement de ceux-ci, ainsi que la complexité, de l'ampleur et de la durée restante des travaux afin de les mener à terme. Ainsi, elle informe les membres qu'après une analyse concertée, un avenant au contrat est proposé. Puis, elle propose les avantages et les inconvénients d'une telle action. Les membres posent des questions, les invités y répondent, des discussions s'en suivent. Les membres demandent de bonifier certains éléments d'information. Et c'est donc convenu de ne pas présenter ce projet de résolution pour un avenant de 222 millions au CA du 16 juin 2022. Et la direction qui était là quitte la séance. Est-ce que vous avez souvenir de cet élément-là? Oui. Donc, est-ce que ma suggestion est bonne? C'est-à-dire qu'on propose un avenant de 222 millions. Oui. Il y a un inconfort. Il y a un inconfort. On veut bonifier certains éléments et on ne soumettra pas au CA du 16 juin cette résolution-là. Maître Tremblay, avec votre permission, M. le commissaire, j'ai reçu le projet de résolution. Si vous voulez le produire dans la séquence, oui, ce serait fort pertinent. Je viens de vous le transmettre. Parfait, merci beaucoup. C'est parfait. Merci. J'ai réalisé hier soir qu'on ne l'avait pas, donc je vais... Parfait. Il est dans le chemin, parce que je ne l'ai pas reçu encore. Mais on pourra peut-être le produire tout à l'heure, mais je viens d'arriver ici. Je pourrais peut-être, en attendant de le produire... On pourra le produire, malheureusement, on ne pourra pas l'afficher à l'écran parce que je viens de le recevoir. On pourra le produire sous la code 21P40, donc qui est le projet de résolution. Qui accompagnait le... Et là, ça fait 2 pages. Encore une fois, on le produira, mais il est décidé que donc la résolution, c'est que le président et chef de la direction soient autorisés à effectuer les démarches nécessaires pour conclure un avenant d'un montant ne dépassant pas 222 millions avec LGS afin de couvrir les services reliés aux ajouts de portée et de poursuivre la livraison 3, augmentant ainsi la valeur du contrat à 680,4 millions de dollars. Signé par, c'est un projet, là, mais c'est signé par le secrétaire. On vous demandait, je comprends là, que la phase 1 est livrée, la phase 2 ne l'est pas encore. Pas tout à fait. Va être retardée. Et la phase 3, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez avoir la phase 3, vous allez devoir allonger 222 millions. Je résume ça. C'est ça. Et là, à ce moment-là, il y a un inconfort, puis vous refusez. Oui. Parce que c'est pas clair. Et parce que les membres du conseil d'administration ont encore des questions à poser. Et parce que on se sent à ce moment-là poussé rapidement. Et on n'a pas le goût du tout, collectivement, là, de signer un chèque de 222 millions sous la foi de ce qui nous est présenté. Alors, on veut plus de discussions, on veut plus d'échanges. Et puis, sur cette base-là, Donc, la résolution, vous le dites déjà au comité, résolution, essayez pas de la passer le 16 juin parce qu'on ne l'enterrira pas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Et tantôt, vous avez parlé de
je ne sais pas le qualificatif pardon, que vous avez utilisé, mais vous parlez de confiance à l'égard des exécutants. Quand vous dites qu'il y avait un bris de confiance ou la confiance était affectée, là, puis vous pourrez peut-être utiliser le qualificatif que vous souhaitez et que vous avez utilisé. Mais quand vous parlez des exécutants, est-ce qu'on parle de M. Mélenfant, de M. Marcellet ou on parle de LGS? On parle de? Et de l'équipe ou du fournisseur? Ben, non, de nos vis-à-vis. C'est pas qu'on n'a pas confiance à M. Marcellet ou encore M. Mélenfant, mais c'est que souvent, c'est perçu comme si c'était le conseil d'administration qui propose ça. Alors, c'est pour ça qu'on a eu des gens qui ont dit, ben non, là, refais la résolution, là, puis faites une recommandation qui va faire en sorte que vous allez présenter cette recommandation-là en bonne et due forme au conseil d'administration. Et nous, on va prendre une décision à savoir si votre recommandation est conforme à nos attentes ou pas. Alors, ça paraît peut-être pas sérieux, mais ça l'est sérieux. Parce qu'à un moment donné, le conseil d'administration ne peut pas prendre tout sur lui, ses épaules, surtout que ces montants-là sont importants et qu'on n'a à peu près pas beaucoup de références pour, à part L1, L2, L3, mais il n'y a pas beaucoup de détails. À moins que dans la résolution qui a été proposée, il y ait des détails, mais nous autres, on a préféré, ça c'était clair pour tout le monde, jouer sur et ramener ça à un autre moment, qui est au mois de septembre. Donc, on a la résolution ici. Là. Oui, il est à l'écran, Monsieur le commissaire, donc j'en ai fait la lecture tout à l'heure, mais dans le fond, sensiblement, c'est qu'on demande un avenant là, de 222 millions. Augmentant ici la valeur à 680,4 millions. Je vais demander à Mme la greffière d'exhiber la pièce, d'exhiber plutôt le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 16 juin. Parfait. Et on va la coter sous la cote 21P41. Et Mme la greffière, corrigez-moi si je me trompe. Donc, non, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, si on va ici, encore une fois, là, au point numéro 4, à la page 2 à la fin, Mme l'assistante greffière, pendant qu'il est affiché. Donc, ça, c'est le conseil d'administration. Ah, ça sera pas long, va être affiché. PV du CA du 16. Oui. Il y a une décision qui, je vais vous rafraîchir la mémoire, il y a une décision qui est prise. C'est que l'avancement du projet CASA soit suivi par l'ensemble des membres du CA à l'occasion de séances spéciales du CA qui seront consacrées au projet et que les séances spéciales du CA remplacent les séances conjointes du comité conjoint pour lequel on avait une réunion le 7 juin. Donc, en d'autres termes, on transfère le suivi du comité conjoint qui a été mis en place au CA. Pouvez-vous nous mettre en contexte cette décision de ramener au CA, si on veut, le suivi de ce programme-là? Beaucoup de nos membres, à ce moment-là, n'ont plus de repères et veulent s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur et vont vouloir suivre le dossier jusqu'à sa fin, c'est-à-dire s'assurer complètement parce qu'il y a un manque de confiance là, évident. Et puis, surtout nos aînés, ceux qui ont été là depuis longtemps, vont nous dire, Madame... là, c'est trop... d'abord, il y a tout... Souvenons-nous, là, sur le plan sociétal, ça va pas bien du tout. Là. On a encore des problèmes, puis le CA se fait viser, puis etc. Bon, puis je dis pas qu'ils n'ont pas le droit, mais c'est rendu une tour de Babel. Alors, les membres du CA ont dit, bien, regardez, là, c'est nous autres qui allons pas prendre des décisions, pas commencer à remplacer ceux qui sont aux opérations. Mais le CA va être impliqué. Le CA veut savoir exactement où on s'en va. Puis c'est pour ça qu'on soit suivi par l'ensemble des membres du CA qui ont une séance spéciale qui seront consacrés au projet. C'est ça. Donc, quand on est en séance spéciale, par rapport aux séances que vous avez mensuelles, 10-12 par année, un sujet à l'ordre du jour, CASA. 14 et 15 septembre. Parfait.
On va y venir au 14-15 septembre. La prochaine question est extrêmement importante par rapport au mandat que le commissaire a rappelé tout à l'heure. Tantôt, vous nous avez dit que vous parlez peut-être 2 à 3 fois par mois avec M. Généreux et l'attaché politique. Vous parlez peut-être 2 à 3 fois par mois avec le chef de cabinet de M. Bonardel, M. Lépine. Et là, on voit que le 7 juin, vous êtes informé qu'il y a une augmentation de 222 millions. Le 16 juin, pas une augmentation, mais une demande d'avenant, pardon, excusez-moi. Et le 16 juin, on dit qu'on remet ça au CA compte tenu des craintes et des enjeux. À quel moment, si vous le faites, à quel moment informez-vous le cabinet, que ce soit M. Généreux ou M. Lépine, de cet avenant-là de 222 millions de dollars? Au meilleur de votre connaissance. Je ne sais pas au quel moment, mais eux autres ont leur information aussi. Et sont capables de suivre ça aussi par des courants qui sont les leurs. Et sont plus inquiets que nous autres, à part ça, sur les dépassements de coûts. Et ils s'interrogent de façon plus particulière encore, parce que sont proches du ministre, puis le ministre, il est encore dans son exigence d'avoir des rapports mensuels, puis de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai pas de date précise, puis un moment précis, mais c'est... Avez-vous personnellement avisé? Pardon? Avez-vous personnellement avisé le cabinet du ministre Bonardel du 200 millions, de la demande de 222 millions? Non, c'est ça la question. Vous ne l'avez pas fait. Vous-même? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que vous avez été interpellé par quelqu'un du cabinet ou de le ministre Probablement. Au sujet de ce 222 peut-être que l'attaché politique, peut-être qu'il m'en a parlé, puis j'ai dit, oui, mais nous autres, on n'a pas accepté, mais j'ai pas de date précise de savoir quand est-ce qu'on aurait parlé de ça. Mais on avait un bon courant, capable de se parler, puis capable de s'exprimer. Puis si ces situations-là se produisaient, on était capable aussi d'en parler, puis de le dire, puis au niveau du cabinet de M. Bonardel. Alors, quand est-ce? Je n'ai pas de réponse. Tantôt, j'ai peut-être omis une partie. On a dit, avec Mme Tremblay, M. Bonardel, c'était peut-être plus difficile. Vous aviez un rôle présent. Je ne dirais pas prévisant ni prépondérant, mais elle était peut-être un peu plus effacée, étant sur son départ potentiellement. Et donc là, on est en 21, elle va quitter à la fin 21. Puis on a parlé après ça de Mme Guilbeault, à partir de l'automne 2022, que peut-être qu'il y avait une meilleure relation ou une bonne relation avec M. Marcellet. Mais qu'en était-il du cabinet Bonardel et de M. Marcellet, la relation? Je dirais qu'elle était à l'égal de ce que M. Bonardel, Marcellet, c'est-à-dire que M. Marcellet était capable d'avoir avec qui que ce soit, avec les ministres. Et je suis convaincu que, parce que je n'étais pas là, mais je suis convaincu qu'il a établi sa relation formelle. Pour la période de temps, quand même, entre le départ de M. Bonardel et l'arrivée de Mme Guilbeault. Excusez-moi, je ne suis pas certain d'avoir saisi. Pouvez-vous... Me demander si le rapport entre M. Marcellet et M. Bonardel. Oui. Bon, mais pour cette période-là, parce que c'est pas une période qui... C'est de janvier à octobre-novembre. C'est ça. Donc, il a fait son travail. Il a fait son travail comme PDG, puis il a eu ses relations avec les bureaux de M. Bonardel. Est-ce que vous vous souvenez si M. Marcellet vous a dit qu'il avait avisé? Est-ce que vous lui avez demandé d'aviser le cabinet? Je ne me souviens pas de ça. Si on voyage un peu dans le temps, on se ramène au 14, après l'été, 14 septembre 2022. Madame l'assistante greffière, je demanderai d'exhiber le procès-verbal du conseil d'administration spécial du 14 septembre 2022.
On va la coter, Mme Lagraffière, sur la cote 21 P442. On recommence. 21 P42. Et d'afficher, s'il vous plaît, en bas de la page 3.4. Pendant qu'on affiche à l'écran, il est indiqué que le... Je ne vois pas encore. OK. Bien, ça va être, on va avoir des discussions sur la stratégie contractuelle, ça s'en vient. Puis on dit, comme convenu en début de séance, ce point est traité à huis clos. Est-ce que vous vous rappelez les motifs? Pourquoi on avait décidé de traiter à huis clos le volet stratégie contractuelle? Parce que les membres du conseil d'administration l'ont exigé, ont demandé qu'on le fasse, qu'on se parle entre nous autres. Et ça arrivait souvent que quelqu'un demandait de huis clos. De toute façon, même, on a même institué un huis clos au début puis un huis clos à la fin, qui n'existait pas auparavant. C'est parce qu'on voulait se parler tout le temps entre nous, puis il y avait des difficultés, puis je pense que c'était bien de le faire plutôt que de... Ouais. Bon. Il y a différents types de huis clos. On le voit à l'écran. Merci, Mme l'assistante greffière. Il y a différents types de huis clos. C'est-à-dire que ça peut être seulement les membres du conseil d'administration, ça peut être les membres du conseil d'administration avec le PDG ou le PCDC, ou encore, ben là, pas mal, c'est les deux options. Là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est de quel type de huis clos? Quand on dit huis clos, nous autres, c'est seulement les membres du conseil d'administration. Juste pas de... Après ça, il y a un huis clos avec le PDG, ça, c'est une autre. Ça aurait été écrit. Ça aurait été écrit. Okay, parfait. Si on peut descendre, aller à la page suivante, 4.2, donc on voit période de questions, on pose des questions. Puis on dit les invités y répondent. Là, est-ce que ça se peut qu'il y ait eu quand même des invités? Ou c'est ce que ça dit? Là, ça dit les invités y répondent, donc il y avait peut-être potentiellement des invités quand même. Bien, les invités, c'est les membres du comité de direction, c'est ceux qui étaient peut-être le vérificateur interne, des choses comme ça. Des personnes donc, c'est peut-être pas un huis clos. C'est-à-dire, dans les circonstances, c'est peut-être pas un huis clos absolu, c'est peut-être un huis clos avec quelques invités. Là. Les invités quittent la séance pour que les membres puissent discuter à huis clos. Alors, s'il vous plaît, voulez-vous quitter pour laisser les membres du conseil d'administration ensemble, puis qu'on puisse discuter. OK, on a une période de questions avec les invités, et après ça, qui est parfait, excusez-moi. C'est clair. Donc, on voit qu'un projet de résolution intégrant cette décision est déposé séance tenante. Et là, les membres décident d'aller de l'avant avec l'option de poursuivre le projet avec une couverture, dis-je, de l'ensemble des besoins via, et je cite, différents véhicules contractuels en temps opportun. Un projet de résolution intégrant cette décision est déposé séance tenante. On fait la lecture à haute voix, les échanges s'en suivent. Et on poursuit les discussions à huis clos, comme vous l'avez souligné. Oui. Et on va aller, sans plus tarder, directement au lendemain, parce que le lendemain, c'est la séance régulière du conseil d'administration et on va avoir la suite de cela. Donc, Mme la greffière, je demanderai d'exhiber la pièce 21P, Mme l'assistante greffière, dis-je, 21P43. Et pour Mme la greffière, ce sera donc le procès-verbal du conseil d'administration de la société daté du 15 septembre 2022. Et on va aller, il y a le point 3, là. On fait seulement mentionner qu'il y a eu des commentaires, des questions suivantes, et on va aller à la résolution en tant que telle, qui, elle, se trouve à la page 8, Mme la greffière. Bon. Descendre un petit peu pour la décision. Puis, donc, est-ce que je dois comprendre, pour le bénéfice de tous, que, en résumé, le 7 juin, on se fait dire, on se fait demander un avenant de 222 millions. Le 16 juin, au conseil d'administration, on dit retourner faire vos devoirs. Le 16 juin, au conseil d'administration, on ramène le comité de suivi au conseil d'administration. Le 14, on arrive avec une stratégie contractuelle, l'option 2, là, qu'a appelé le vérificateur général. Il y a des échanges. Le lendemain, on complète les échanges et on va adopter cette résolution-là. C'est bien ça? Bien, décider d'approuver la recommandation proposée par la société, elle est faite poursuivre l'activité, là.
C'est ça. Donc, je comprends que de cette résolution-là, puis corrigez-moi, je me trompe, vous étiez là, mais bon, je le lis quand même, Oui. qu'il y a une proposition de la part de la société. Quand on dit de la part de la société, c'est la direction de la société, je présume? Oui. Parce qu'on approuve la recommandation. Donc, on approuve la recommandation de la direction de la société de poursuivre les activités associées à la mise en œuvre. Et M. le commissaire, je souligne, là, compte tenu de l'ensemble de la preuve, là, des livraisons 2.5 et 3. Donc, je dois comprendre que quand vous approuvez ça, c'est prévu de faire la livraison 2.5 et la livraison 3. Là. Oui. Okay. Ainsi que les activités récurrentes d'exploitation et d'évolution des solutions déployées en couvrant l'ensemble des besoins identifiés. Et encore une fois, j'insiste et j'ouvre les guillemets là, avec un petit peu de gras, via différents véhicules contractuels en temps opportun. Est-ce que vous êtes en mesure de contextualiser? Je comprends qu'elle les a entendus, mais nous expliquer un peu pourquoi, suite aux discussions qui ont eu lieu autour de la table, pourquoi, vous avez glissé un mot tout à l'heure, mais pourquoi on va prendre cette décision-là d'y aller avec différents véhicules contractuels en temps opportun et ne pas y aller avec un avenant de 222 millions? Perte de confiance. Vous assurez que si on a fait tout ce chemin-là, c'est pas pour arriver puis autoriser un mandat, faire un chèque en blanc, c'était le mot qui sortait aussi. Puis, et que différents véhicules contractuels, ça veut dire, si il y a une phase qui exige, mettons, un montant de 50 millions, bon, on veut voir le résultat, puis on veut l'endosser puis l'entériner. Et puis, après ça, un autre aussi. On est prudent. On est très, très prudent. Il y a une élection qui s'en vient aussi. Là. Ça joue-tu dans la balance? Il y a une élection qui s'en vient aussi là, à ce moment-là. Là. Est-ce que ça joue dans la balance? Vous avez commencé à l'évoquer un peu. Là, ça parlait à l'Assemblée nationale, etc. C'est-tu pris en considération, ça, le contexte politique? Aucunement. Aucunement. Et je le dis under oath. Ben, oui. Oui. Vous êtes under. Oui, mais parce que j'ai vu En des effet. liens. Oui, monsieur. Mais moi, je ne suis pas lié par des articles de journaux. Là. Moi, ce qui est important, c'est les témoignages en Ah, presse. mais c'est ça. Il y a des choses qui sont vexantes aussi. Puis ça en est une. Alors, Vous avez, c'est l'endroit là, pour le dire. ben, c'est ça. Je suis très heureux que vous me donniez la possibilité parce que il n'y a rien à voir avec les élections. Le président du conseil d'administration, regardez, on reçoit beaucoup d'appels de journalistes de toutes parts. Je nommerai pas personne. Pas juste le président du conseil d'administration, d'autres aussi, que je nommerai pas non plus, des membres du conseil. Puis pour être certain qu'on fait attention, puis que c'est protégé, bon, on dit, il y a une période électorale qui s'en vient, faisons attention de ne pas répondre n'importe quoi à n'importe qui. Respectons, protégeons l'intégrité de ce qu'on est en train de faire. Je demande à tout le monde de faire, d'appuyer ça, puis de faire ça comme il faut, puis moi, je vais être le premier à montrer l'exemple. Alors, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire, effectivement, compte tenu du contexte, mais effectivement, faites juste attention quand vous parlez. Là. C'est exactement. Vous parlez au nom du conseil. Oui. Mais on a tenu parole, tout le monde. Puis on a respecté la ligne de conduite en toutes circonstances. Et puis ça, je félicite tous les membres du conseil parce que il y avait assez d'huile sur le feu, là. Je comprends. Je referme la parenthèse, donc, mais je comprends que là, l'ECA va avaliser des sommes additionnelles. Ouais. Pas un 222 millions comme il vous était proposé en juin, mais vous êtes conscient que je ne veux pas comparer votre témoignage, mais comme disait M. Geoffrion, il faut que ça avance. Oui. Il faut que ça avance. Faut que ça avance. Puis il était le premier à... Tantôt, sur le rapport des elders, des aînés, là, ceux qui avaient vu aussi. Alors, il fallait prendre en considération tout ça, mais oui, il faut que ça avance. Parfait. Donc, il va y avoir effectivement des différents montants. Il faut que je vais laisser le procureur-chef continuer. Là. Oui. Des questions plus spécifiques. M. Tremblay. Oui, je vais vous poser la même question tout à l'heure, parce que là, je comprends qu'en juin, on sonne l'alarme 222 millions, mais c'est une suggestion. Là, on retourne faire ses devoirs, ou du moins, il y a du travail qui est fait vraisemblablement, parce qu'on arrive avec une option 2 qui est retenue. Est-ce que, peu importe le nombre d'occasions, mais est-ce qu'au moins à une occasion, vous avez informé, vous, personnellement, qu'un membre du cabinet du ministre Bonnardel ou Guilbeault, là, quelques mois plus tard? Non.
est-ce qu'eux vous ont interpellé sur cette... S'ils l'ont fait, ils l'ont fait au sein du président du conseil d'administration, du PDG. Est-ce que vous avez-vous des discussions avec M. Marcellet s'il y avait lui ou non, à viser le cabinet? Je présume que oui, mais je ne me souviens pas de la date ni de la conversation, mais certainement parce que Marie-Ève Beaulieu, qui était quand même le lien là, entre tout le monde, là, elle avait ce devoir-là même d'aviser et d'avoir une relation avec le cabinet. Alors, c'est sûr que les informations se sont transmises. Est-ce que M. Marcellet Maître Marcellet, ou Maître Beaulieu, est-ce qu'ils vous l'ont dit ou vous avez présumé que ça avait été fait parce que c'était leur devoir de faire ça? J'essaie de répondre à la question de façon la plus précise. Mais tu sais, si vous cherchez un oui ou un non, ben, je vais dire, je ne sais pas. Vous n'avez pas de souvenir clair? Non. En novembre 2022, c'est un peu après les élections, on a un premier avenant, donc une première solution contractuelle en temps opportun, si je reprends la solution, pour montant de 45,7 millions de dollars. Et là, je me permets de paraphraser le vérificateur général, mais qui représente 9,97 du contrat. Et on le sait, tel que le disait le vérificateur général, et que ça apparaît des lois, que si c'est en bas de 10 l'avenant est en bas de 10 je n'ai pas besoin de publier au SEAO, oui. Donc Service électronique d'appel d'offres. Est-ce que cette décision-là de l'appeler permanent 45,7 millions, vous étiez au courant de ça lorsque vous, en tant que président du CA à un certain moment? De 45 millions? Oui. Oui. Est-ce que je dois présumer que c'est également une recommandation de la direction de la SAC? Oui. Je fais un pas en arrière, puis je vais être prudent dans ma question. Lors de la séance du 14 septembre, qui est la séance du conseil spécial, je ne veux pas savoir quelle est l'opinion juridique, mais est-ce qu'il y a un avocat qui vous explique est-ce qu'il y a un avocat qui est là pour donner des opinions, sans me dire c'est quoi l'opinion s'il y a un avocat, par rapport à la solution contractuelle proposée? Qui est la solution contractuelle? Qui est d'aller avec des... Moi, je ne veux pas savoir, moi, la teneur de l'opinion, mais je veux juste, la question, elle est précise. Est-ce qu'il y a un avocat qui est présent lors de cette séance-là pour justement expliquer les enjeux légaux? Je ne veux pas savoir c'est quoi qui a été dit, okay. Là. Ça, c'est couvert par un privilège, là. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y en avait un. Je n'ai pas à ma souvenance. Par contre, on a des avocats qui s'y arrivent bien évidemment. À l'intérieur. Bon, ça peut amener un élément de réponse. Hein. Lorsqu'on y va avec l'avenant de 45,7 millions, est-ce qu'il est expliqué la règle du 10 au SEAO? Non. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y aura 2 autres avenants en 2023 et 2024 au montant de 68,9 millions et 39,1 millions? Oui. On est au courant de ça. Lorsque ces avenants-là arrivent, parce que tantôt vous avez parlé peut-être d'enjeux de confiance avec la direction et le fournisseur. Donc, est-ce que ces enjeux-là sont discutés lorsque les avenants supplémentaires, l'avenant numéro 2, l'avenant numéro 3 sont recommandés au Conseil pour adoption? C'est sûr qu'ils sont discutés, oui. Tout est discuté. Et je répète encore, dans l'image globale, il y a les réunions du Conseil, mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur. Puis comment le Conseil d'administration est traité. Et c'est comme si, puis là je vais prendre l'opinion de tout le monde, c'est comme si
le conseil d'administration se fait lancer sous l'autobus. Là, vous parlez juste de contextualiser en 2020, après le lancement qui a ses enjeux, on va dire ça. Allez-y, juste pour contextualiser, continuez. Non, mais on est tenu au courant, mais en même temps, il y a quelque chose qui dérange beaucoup, c'est-à-dire que le conseil d'administration se fait varloper, on va dire. Et puis, oui, M. Marcellet est identifié, puis, mais le conseil d'administration, par exemple, je suis dans mon auto, puis je retourne à Wendake, j'arrive de Québec, puis j'entends comme ça, à Cogeco, que le PDG et le PCA, Denis Marcellet et Conrad Sioui, sont dehors de la SAC, puis bon, etc., puis représentants du conseil d'administration. Puis les membres du conseil d'administration entendent ça régulièrement. Puis en chambre, non seulement les nouvelles, mais ce qui se dit en chambre aussi, c'est très dérangeant pour les membres du conseil d'administration. Et puis, alors, il y a une proposition de l'intérieur de notre conseil d'administration à huis clos, justement. Et un de nos membres, il dit, bien, regardez, là, c'est pour être de même, c'est pour qu'on soit traité comme ça, puis qu'on soit bardassé comme ça. Moi, je propose qu'on démissionne en bloc. C'est quand, à peu près? C'est quand, à peu près, cette conversation-là? Pas longtemps avant qu'on envoie la lettre du 16 mars 2023. Ça sera la prochaine pièce, mais je vais vous C'est laisser la prochaine terminer. pièce. Bon. Mais, mais continuez sur les conversations que vous avez là, avant qu'on arrive à la lettre. Alors, c'est unanime. Décision prise. Nous démissionnons à bloc. Parce que on ne nous respecte pas suffisamment. Puis, alors, on pense en délibérer, puis moi, j'ai dit, on va recevoir le lendemain, ou le surlendemain. Puis, on va dit, regardez, s'ils n'ont pas confiance en nous autres, si on ne représente pas grand-chose pour eux autres, puis si on n'est pas défendu à l'Assemblée nationale parce qu'on nous pourfend, puis c'est le conseil d'administration qui est ci, qui est ci, qui est ça, qui fait ça, alors on n'a pas d'autre choix que de démissionner, puis tout le monde est d'accord. Alors, on dit plutôt, moi, je propose, j'ai dit, pourquoi qu'on écrire une lettre au premier ministre et que cette lettre-là soit écrite de façon extrêmement respectueuse, courageuse, et que cette lettre-là soit mise en copie conforme sur la lettre notre vice-premier ministre, notre ministre des Transports, avec copie conforme aux membres du conseil d'administration. Autorisé par le conseil d'administration que Conrad Sioui, président du conseil d'administration, signe la lettre au nom du conseil d'administration. C'est ce qui se fait. Alors, sans rentrer dans les détails, une membre du conseil d'administration commence à préparer l'ébauche de la lettre et on se partage la lettre, l'ébauche, pour en arriver à un résultat où la lettre est prête. Et puis on est prêt à la faire parvenir au premier ministre, avec copie conforme à la vice-première ministre. Parfait. Pour le bénéfice de la commission, j'aimerais que vous lisiez votre lettre. C'est la lettre, vous l'avez signée, c'est votre lettre. Donc, j'aimerais... Je la lise? Oui, l'appareil à l'écran. Je m'excuse pour la caviardage. C'était juste un peu marqué que c'était écrit. C'était pas une signature, mais bon, ça a été caviardé par erreur. On va l'enlever. OK, c'est une erreur. Ça. Je me disais, qu'est-ce qu'il y avait de nominatif? Qu'est-ce qu'il y avait de nominatif là? Je vais essayer d'expliquer, parce que ça peut être intéressant quand même, ce qui est écrit là, mais on va, pour la copie, pour le dépôt, on va enlever le caviardage. Monsieur le commissaire, oui. Je suggère que je prête ma copie au témoin. C'est très gentil. Merci, Maître. Oui, pour que absolument. je puisse l'aller. Pendant que vous Peut-être un autre commentaire. Le procès-verbal du 15 septembre 2022 n'a pas été coté. Ah, une chance que vous êtes là. Merci. Donc, on va... Coté avant la lettre. Parfait. Du 15 septembre, il avait été coté sous 21 P43. 43? Oui.
Du 15 septembre, oui. Donc, on va coter la lettre en attendant 21P44, donc lettre du président du conseil d'administration de la société, M. Conrad Sioui, M. François Legault, premier ministre du Québec, datée du 16 mars 2023. Je vous en prie, M. Sioui. D'accord. Ça va, monsieur, comme ça? Oui, allez-y. C'est Alors, c'est votre lettre, donc je vais vous la lire. Avec vous au cœur de votre sécurité, le président du conseil d'administration, le Québec, le 16 mars 2023, par courriel. Monsieur François Legault, premier ministre, édifice Honoré Mercier, 3e étage, 835, boulevard Lévesque Est, René Lévesque Est, Québec, GEA, 1B4. Examen des travaux, conseil d'administration de la SAC. Oui, monsieur le premier ministre. Au nom de Thio, seul Frontenac s'est vu attribuer ce nom-là. On ne peut pas donner un nom plus magistral, plus important à une autorité qui n'est pas de nos nations que de l'appeler Onontio. Alors, on a pris la tradition pour lui écrire. Parfait. Le conseil d'administration de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC, a pris connaissance, par la voie des médias, que le gouvernement du Québec entend procéder à un examen des travaux de son conseil d'administration liés à l'implantation de SACLIC. D'entrée de jeu, tel que déjà exprimé à notre ministre responsable, la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault, nous vous offrons notre entière collaboration, étant très favorable à cette initiative qui nous permettra de mettre en lumière le travail rigoureux, tant sur le plan de la surveillance que de la planification de notre conseil d'administration qui œuvre selon les meilleures pratiques de gouvernance. L'implantation d'un nouveau système informatique a toujours été un exercice complexe. Depuis son début, notre conseil d'administration suit l'évolution de ce projet de vaste ampleur, par l'entremise notamment d'un comité dédié à la question. Nous avons ainsi pu interroger à de nombreuses reprises la direction, poussant même l'exercice à reporter certaines échéances de livraison et à faire des revues plus fréquentes et élargies de cette transformation numérique. Avec un focus constant sur la mission première de la SAC auprès des Québécois, nous avons même pris l'initiative de revoir ponctuellement, avec l'auditeur externe, Ernst & Young, les résultats de chacune des études du projet. Notre conseil d'administration a demandé des comptes régulièrement et en profondeur sur les enjeux potentiels de la transformation. À cet effet, le conseil d'administration a questionné à plusieurs reprises la direction sur la stratégie de transformation numérique du gouvernement ainsi que le projet SAG d'identification gouvernementale. Nous avons notamment proposé à de nombreuses occasions d'opter pour l'intégration de l'authentification bancaire pour simplifier l'adhésion des Québécois à SACLIC. Nous aurions possiblement dû examiner davantage les taux d'adhésion potentiels aux services en ligne, qui sont véritablement plus faibles que prévu, sur lesquels repose une partie de la problématique. À la lumière des informations qui nous ont été transmises, nous avons appuyé solidairement la direction dans sa recommandation de lancer le déploiement de SACLIC. Le conseil d'administration est d'avis que tout au long de ce processus qui a duré plusieurs années, il a exercé pleinement son rôle, conformément à la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, qui vise à la fois l'efficacité, la transparence et l'imputabilité des diverses composantes de leur direction. C'est pourquoi nous accueillons favorablement votre décision d'effectuer une analyse des travaux de notre conseil d'administration. Nous tenons d'ailleurs à vous exprimer notre entière collaboration afin de mettre en lumière notre travail et ainsi rassurer la population que le processus de gouvernance, de surveillance et de consultation a été réalisé selon les meilleures pratiques et ce, auprès des partenaires internes et externes. Vous pouvez prendre une petite gorgée? Oui, allez-y. Nous sommes en mesure de partager notre expérience afin de renseigner les entités gouvernementales qui entament le virage numérique. La saine gouvernance de nos institutions publiques est une valeur cruciale de la société québécoise et elle doit continuellement s'enrichir de l'expérience et des compétences des administrateurs qui se dédient avec passion et loyauté au service public. Le déploiement de SACLIC n'étant pas terminé, nous vous soulevons quelques zones de vigilance pour les prochains mois
dans le respect de notre rôle. Avec tous les accompagnements aux utilisateurs, le taux d'adhésion journalier demeure toujours très faible, en dessous de 7 000 par jour. À ce rythme, l'ampleur du virage numérique pourrait être restreinte. Des solutions plus adaptées aux expériences utilisateurs doivent être considérées dès maintenant, en l'occurrence avec une meilleure stratégie de communication. Depuis le déploiement, des exceptions et des mesures temporaires ont été mises en place pour accommoder les usagers. Des contrôles internes pourraient être mis en place afin de mitiger les ajustements opérationnels. La mobilisation des employés est essentielle pour la suite du déploiement. Il faut se rappeler que l'ensemble de la SAC travaille depuis plusieurs mois, voire des années, pour ce grand déploiement. Il est primordial de continuer à soutenir les employés et la direction afin de compléter cet important virage stratégique. Malgré les turbulences des dernières semaines, le conseil d'administration est fier d'avoir accompagné la SAC à poser les premières pierres d'une transformation numérique critique nécessaire aux générations futures. Respectueux de son mandat, notre conseil d'administration reste déterminé à poursuivre ce virage numérique et entrevoit l'avenir avec optimisme, en mettant toujours nos citoyens au cœur de cet exercice. Dans un esprit de pleine collaboration fondé sur le respect et la réalisation de nos objectifs, notre conseil d'administration solidaire considère essentiel de pouvoir vous rencontrer rapidement afin de faire le point sur l'ensemble des actions qui ont été entreprises et de façon plus particulière échanger sur les prochaines orientations. Veuillez agréer, M. le Premier ministre, l'expression d'une salutation distinguée. Conrad Sioui, Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert, et les membres du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ho, ho, ho. À touillet. Oh non. Ça veut dire grand merci. Avec respect. À bientôt. Et la réponse du premier ministre? Rien. Rien. Parfait. On va aller dîner et on va explorer ça en revenant. 2 heures. Veuillez vous lever. L'audience reprendra à 14 heures.